politique. Et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. Le bureau d'enquête du Journal de Montréal a constaté que la qualité de l'air dans des stations de métro de Montréal était tellement mauvaise qu'on peut comparer ça au smog provoqué par les incendies de forêt de l'été dernier à Montréal. Et ça, c'est sûr que ça affecte des employés, ça affecte des usagers. Et évidemment, qui prend le métro, il y a aussi des personnes vulnérables là-dedans. On en parle avec Stéphane Bilodeau, professeur associé au département de bioingénierie à l'Université McGill. Bonjour, M. Bilodeau. Bonjour. Comment on justifie une qualité de l'air dans le sous-sol, finalement, dans le métro de Montréal, si mauvaise? Qu'est-ce qui crée cette mauvaise qualité de l'air-là? Il y a plusieurs éléments qui génèrent des particules dans un métro. Un peu comme vous avez souligné les feux de forêt, on comprend qu'avec les fumées qui sont générées par les feux, on voit les particules, on les sent même. Dans le métro, c'est un peu plus subtil. Ça vient essentiellement des opérations du métro lui-même, ça peut être le freinage, et puis ça peut être les rails eux-mêmes, ça peut être les poussières qui sont déposées dans le fond du métro, le gravier qui a des poussières de roche, et quand il y a du mouvement, ça s'en va, les particules vont dans l'air. Essentiellement, c'est les particules fines, les plus fines, qui nous préoccupent, celles qu'on appelle PM 2.5 dans le jargon, là, celles qui font l'objet des tests et des mesurages qui ont été rapportés ce matin dans l'article du Journal de Montréal. Mais tu sais, on est au métro, c'est un espace qui est confiné, on est déjà dans un sous-sol. Est-ce que ça démontre et ça exprime finalement le fait que nos systèmes de ventilation ne sont pas au point, que même les systèmes de ventilation du métro de Montréal ne sont pas assez puissants et performants pour aller chercher ces particules-là? En fait, il y a eu des mesures dans 4 des stations sur 68 stations. Donc, dans ces stations-là, c'est certain que les mesures ont montré qu'il y a des données préoccupantes. Et puis, ça peut être dû à différentes choses. Le manque de ventilation ou en fait d'évacuation de l'air vicié, de l'air qui contient les particules, c'est certainement une des préoccupations principales. Comme j'expliquais tantôt, les trains eux-mêmes, les wagons particulièrement, sont en fait les grands générateurs de particules. Donc ici à Montréal, on utilise plus des freins en bois plutôt que purement métallique comme dans d'autres stations, mais il en reste pas moins que même si ça génère un peu moins de particules, ça en génère. Donc, il y a différentes choses, mais je pense que vous avez mis le doigt sur un des éléments importants. La ventilation, c'est clair qu'il faut y penser. Il y a déjà des travaux, à ce que je comprends, d'entamer, mais à mon avis, il y en a beaucoup d'autres qui vont devoir être faits dans un futur le plus proche, le plus rapproché possible. Est-ce que vous avez une idée comment ça se passe dans d'autres pays? Par exemple, je pense au métro de New York, à Toronto, par exemple, des villes, disons, semblables avec lesquelles on peut se comparer pour voir est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on est pire? C'est une bonne question. Toronto, d'ailleurs, a été comparé exactement avec Montréal il y a quelques années. En fait, le métro de Vancouver, de Toronto et de Montréal avait été comparé en 2011, 2010, 2011. Il y a une étude qui a été rapportée dans les journaux internationaux par la suite. 2013. Et puis, Montréal était pas dans la moyenne, mais entre Vancouver et Toronto. Toronto qui était la pire à ce moment-là. En 2017-2018, Toronto a commencé à faire des travaux, à améliorer, à moderniser ses installations. Puis dans certaines sections de certaines rames de métro, il y a eu des améliorations majeures qui ont été faites à Toronto. Donc, il n'y a pas encore eu une nouvelle étude complète comme celle qui avait eu lieu il y a une dizaine d'années, qui comparait vraiment solidement les trois métros principaux au Canada, mais ça pourrait valoir la peine. Si on se compare à d'autres, que ce soit New York, comme vous le mentionnez, ou même en Corée ou en Europe, ils ont mis des normes quand même assez sévères qui doivent être rencontrées maintenant. La difficulté, c'est qu'à Montréal, il n'y a pas de normes contraignantes ou restrictives. Le ministère de l'Environnement monitore, en fait le suivi des émissions de particules par son programme de qualité d'air. Donc, on
on veut ou on souhaite, pour des questions de santé, maintenir ces niveaux-là en bas de 35 microgrammes par mètre cube sur des périodes. On parle de 3 heures dans les journées. Il y a des valeurs annuelles aussi. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais il n'y a pas d'obligation. C'est la difficulté ici de s'y conformer. Donc, c'est la problématique. Faudrait que la motivation soit un petit peu plus forte. Puis je pense qu'on pourrait imposer ça parce il y a tellement d'études maintenant qui démontrent les impacts sur la santé, que ce Ben soit oui. les maladies cardiovasculaires, le système respiratoire. Ces particules fines-là dont on parlait tout à l'heure entrent très profondément dans notre système respiratoire. Et puis, ils ont plein d'autres conséquences par la suite, comme je disais, jusqu'au système cardiovasculaire et autres. Donc, on a beaucoup de raisons, ne serait-ce que pour éviter que notre système de santé soit à terme engorgé par ça. Il y a 10 000 morts par année liées à la pollution de l'air en général. Les métros, en tout cas à Montréal, sont clairement un des endroits où on doit travailler. Puis les mesures, quoique très limitées dans le temps puis dans le nombre de stations, montrent qu'on a raison d'être préoccupé. Là, j'ai l'impression de revenir 2 ans avant, là, où on était en train de réclamer des capteurs, là, à tout le moins, pouvoir calculer combien il y a d'émissions, il y a de quoi a de l'air, la qualité de l'air dans nos écoles. Là, maintenant, on parle du métro. Est-ce qu'on a des capteurs? Est-ce qu'on mesure ça sur une longue période? Est-ce qu'on sait par station quelle est la qualité de l'air par station? Non, ça serait une très bonne chose à faire. Présentement, on a des mesures ponctuelles, quelques fois par année, 4 fois par année à Montréal, pour être plus précis, dans des stations déterminées. Je pense qu'avec les équipements, puis comme vous le mentionnez depuis 2 ans, entre autres avec la pandémie, on a tous vu que le mesurage du CO2, le mesurage des particules, le mesurage pouvait être fait maintenant avec les moyens qu'on a en 2023 d'une façon assez simple. Et puis, ça peut être fait en continu. C'est l'autre élément de votre question qui est important. C'est qu'au lieu de le prendre juste ponctuellement quelques périodes ou quelques fois dans l'année, si on avait un portrait continu de la situation et dans autant de stations que possible, là, on saurait quels sont les endroits où il y a la problématique est le plus critique, quels sont les endroits où on doit agir en premier. Et puis prendre les mesures qui s'imposent étape par étape. On pourrait se permettre de faire un plan d'action pour améliorer la situation. Il y a déjà, on comprend avec les données d'il y a 10 ans, qu'il y avait déjà un élément pour lequel on devait se préoccuper. C'était déjà au-dessus de la norme québécoise de 35 microgrammes par mètre cube il y a 11 ans, 10-11 ans. C'était pas beaucoup au-dessus, mais c'était déjà au-dessus et c'était des moyennes, ce qui voulait dire que dans les périodes de pointe, c'était pire et dans les périodes, moins d'achalandage puis moins de circulation, c'était moins pire. Mais il y avait déjà cette problématique-là qui avait été identifiée. J'ai mentionné Toronto a agi. C'était plus critique à Toronto, mais ils ont agi. Je pense qu'à Montréal, on peut certainement faire la même chose. Ça commence par le mesurage, comme vous l'avez bien mentionné. C'est la première chose. Il faut comprendre ce à quoi on fait face pour pouvoir y agir. Dans les temps qui sont, il y a beaucoup de stations à Montréal, il faut sélectionner lesquelles sont les plus critiques. Un portrait 4 sur 68 n'est pas suffisant. Il faut avoir l'ensemble des stations idéalement. Et évidemment, on parle de la ligne bleue qui pourrait être allongée jusqu'à l'est. C'est peut-être le moment de réfléchir intelligemment et de prévoir ça déjà à l'avance plutôt que de devoir après patcher une fois que c'est construit puis que c'est terminé. Allons-y pour une bonne ventilation, ce sera déjà ça de fait. Stéphane Bilodeau, professeur associé au département de bioingénierie à l'Université McGill, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci, c'était un plaisir.